Voilà, je m'appelle Xavier Cambie, j'ai 49 ans, je suis breton et j'ai choisi récemment de créer une société en Suisse qui s'appelle Essentiel Management, dont l'objectif est de donner du conseil, de la formation et puis surtout des accompagnements en termes de management. Alors cette idée m'est venue à la suite d'événements personnels. J'ai traversé, mon jeune frère est décédé, j'ai traversé une période de souffrance et j'ai considéré avec mes associés que nous pouvions militer fortement contre la souffrance au travail, parce que la souffrance au travail est facteur de consommation de valeur au lieu de création de valeur. Donc nous arrivons à promouvoir la performance au travail à travers le bien-être que nous savons créer. Alors oui, je pense en effet que le plus souvent, le manager est responsable du conflit qu'il peut avoir avec ses subordonnés. C'est un fait d'expérience. Le manager est bien sûr en position de supériorité, il a le pouvoir, il a l'autorité, et donc en règle générale, c'est pas non plus un absolu, mais c'est à lui d'induire chez son subordonné la motivation positive qui va pouvoir l'amener à collaborer avec enthousiasme. Donc lorsque le manager a commis une maladresse, il est vraisemblable qu'il crée une émotion négative et donc une motivation négative qui va se traduire par un refus, un rejet, voire un conflit. Et si le subordonné n'a pas la latitude de s'exprimer, il est même vraisemblable que ce pauvre collaborateur rentre à son corps défendant dans une logique de sabotage, c'est-à-dire qu'il va faire le minimum possible, mais sauvegarder les apparences et collaborer au fond de son cœur à l'échec de ce que lui a demandé son manager. Je pense que dans ce cadre de position hiérarchique, un manager est en général le principal responsable d'un conflit qu'il pourrait avoir avec un collaborateur, ne serait-ce parce qu'il n'a pas entendu une des aspirations de son collaborateur, qu'elle soit légitime ou illégitime, peu importe, mais il faut d'abord écouter. Et l'écoute est certainement le meilleur moyen pardonnez-moi cette expression un peu triviale, mais du déballonnage que doit faire un manager pour assurer la paix dans son équipe. Alors dans quel domaine les managers ont-ils plus besoin de soutien ? Eh bien, je pense qu'un manager a tout d'abord besoin d'être soutenu par sa hiérarchie de façon relativement inconditionnelle et soutenu dans le sens où la hiérarchie doit veiller à ce que son manager soit le plus dans le bien-être dans sa fonction, le plus dans le service, je dirais même, de ses collaborateurs. C'est souvent une dimension qui est hélas un petit peu oubliée, mais le manager gère de 2 à X personnes et c'est lui qui est responsable. Alors qu'il est un ancien expert, promu au titre de sa réussite dans son expertise, mais pas nécessairement pour ses aptitudes humaines, relationnelles. Il est très facile de superviser son propre travail, superviser le travail des autres peut faire peur. Et c'est le principal ressort, je dirais, des mauvais actes de management, avec les meilleures des bonnes intentions, c'est cette peur qu'on a de l'autre, cette peur d'encadrer, ce sentiment d'impuissance ou d'incapacité qui est assez fréquent chez les jeunes managers et qui les conduit à choisir des typologies de management qui sont celles qu'ils ont subies et qui ne sont pas forcément de bonnes typologies de management. Donc ils reproduisent ce par quoi ils ont souffert à destination de leurs subordonnés. Alors je conseille aux managers d'être gentils en effet, et c'est un peu paradoxal dans la vision que nous pouvons avoir des affaires, du monde des affaires, qui est un monde soi-disant cruel. Alors la première intuition que j'en ai, c'est mon père qui m'avait dit qu'on ne faisait pas de bonnes affaires avec de mauvaises intentions, et j'ai pu le vérifier tout au long de ma vie professionnelle. À titre d'exemple, un manager qui laisse vivre en lui des sentiments négatifs à l'encontre d'un de ses collaborateurs, qui a des jugements péremptoires et négatifs tout autant, des émotions négatives vis-à-vis d'un collaborateur et qui va essayer de lui tenir un discours positif, risque de fort d'obtenir un résultat ambigu. C'est-à-dire que son collaborateur va entendre le discours verbal, cognitif, qui va être positif, et il va ressentir inconsciemment, mais de façon très très efficace, la communication non verbale qui, elle, va véhiculer des messages négatifs, et le corps ne ment pas, contrairement au mental. Et donc, en effet, si vous êtes gentil, si vous avez l'intention de promouvoir votre bien autant que le bien de votre interlocuteur, qu'il s'agisse d'un client ou d'un collaborateur, il va l'entendre pleinement et donc vous avez de fortes chances qu'il rentre dans une logique très positive et collaborative avec vous. La première chose, je pense, que je pourrais conseiller à un manager, et à quelque niveau que ce soit, c'est d'avoir le courage de la vérité. C'est très important de savoir dire la vérité et de l'identifier au fond de soi-même. C'est le meilleur chemin pour ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire le fait d'être aligné avec ses propres valeurs et qu'il n'y ait pas de hiatus ou de différence entre le discours que vous pouvez tenir, les décisions que vous allez prendre, qui sont de l'ordre rationnel, et toute votre vie intime, qui est plus de l'ordre émotionnel, et qui va en revanche émettre infiniment de messages en permanence
vis-à-vis de tout votre entourage, que ce soit des clients, des collaborateurs ou supérieurs. Donc, et c'est vraiment aussi un moyen de liberté, c'est-à-dire qu'avoir le courage de dire la vérité à soi-même, de se dire sa propre vérité, de dire la vérité aux autres, est, à mon sens, le premier des conseils que je pourrais donner à un manager. Parce que c'est ce qui va le rendre le plus libre, le plus délié, ça va libérer énormément de son énergie, les autres vont le sentir, et puis je peux vous assurer que pour être un manager heureux, eh bien, je ne connais pas d'autre solution que d'avoir ce courage. Donc ça, ce serait vraisemblablement la première. La deuxième, c'est la bienveillance. Et c'est une de mes clés. En toute chose, ce qui caractérise le management, c'est la relation. Si vous avez un a priori de bienveillance vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre interlocuteur, il est évident que la relation va s'élaborer sur un plan positif. C'est tout simple et c'est sans doute le meilleur moyen d'éviter le management toxique, c'est de se dire ok, mon collaborateur n'est pas parfait, il a ses limites, il a ses défauts, mais j'ai les mêmes ou d'autres. Qui suis-je pour le juger? Qui suis-je pour le condamner? Qui suis-je pour lui mettre une pression que je ne me mettrai pas à moi-même? Donc je vais commencer par me dire voilà, il a sans doute besoin d'être accompagné. Et donc je vais le former, je vais l'entendre, je vais l'écouter, savoir quelles sont ses peurs pour essayer d'y répondre. Et puis à partir de ce moment-là, vous voulez sa croissance, vous allez permettre qu'il croisse et puis il vous sera redevable de ça. Et donc là, vous avez construit votre autorité. Vous n'êtes plus dans une relation de pouvoir, vous êtes dans une relation de partenariat, de collaboration. Et la troisième clé, qui est d'ailleurs concomitante avec les deux premières, le courage de la vérité et la bienveillance, c'est l'acceptation de l'altérité. Il me semble assez fréquent de voir des gens qui justement se référant à leurs craintes, à leurs angoisses, qui sont des peurs sans objet. Il est normal d'avoir peur lorsqu'un chien nous saute dessus, mais avoir peur du comportement futur éventuel d'un collaborateur, ça n'est pas normal. C'est ce qu'on appelle une angoisse, donc ça procède de notre imagination. Le meilleur moyen de stopper ces angoisses, c'est de considérer que l'autre est une source de richesse. Il a des qualités différentes des miennes, il a des défauts différents des miens, et donc il y a de fortes chances que nous soyons complémentaires, et que nous serons infiniment plus forts si nous fondons sur notre complémentarité, c'est-à-dire que si nous acceptons cette différence, même si nous la recherchons et si nous la valorisons, contrairement à beaucoup de processus normatifs que je peux rencontrer dans les entreprises, qui sont des processus de clonage, où on va définir dans une job desk avec toujours de très bonnes intentions, légitimes, un profil qui en général n'existe pas, en tout cas les chasseurs de tête n'ont pas de moule pour fabriquer les candidats, et ça correspond à une démarche sécuritaire. Ensuite, on va voir un CV où il y a à peu près autant d'approximations et de mensonges que dans la définition de fonction, et puis on va faire du matching. Et si le matching est correct, mais ce sont deux mensonges qui se parlent, et puis en aucun cas on est dans le monde de la vérité. Je pressens une tendance assez importante de recrutement justement en dehors du curriculum vitae, juste sur ce qu'on appelle en bon français les soft skills, c'est-à-dire cette capacité à identifier quelles sont les qualités réelles de la personne, quels sont les ressorts. Et son expérience antérieure, c'est bien, ça atteste de certaines compétences ou de capacités, mais le plus important c'est son avenir. C'est la façon dont la personne va pouvoir s'intégrer, participer des valeurs d'une communauté ou d'un groupe ou d'une entreprise, et à partir de ce moment-là, évoluer, changer et apporter de la valeur. Il est évident que dans un monde de clones, vous n'avez aucune valeur ajoutée, et c'est un monde de robots. Le vrai facteur de création de valeur, c'est lorsqu'on promeut la diversité.